Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Vous êtes professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Et vous publiez ce mois-ci un livre avec un titre formidable, L'espionnage pour les nuls. Alors, aux éditions First, on peut tous devenir des espions après vous avoir lu. Ah mais tout le monde est un espion. Il y en a qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Moi, je ne le sais pas, par exemple. Le renseignement ouvert est très... Oui, mais... Donc, il faut que je lise votre livre. J'ai lu il y a quelques semaines un petit livre de vous racontant toute une série d'anecdotes politiques qui sont pleines d'informations. Ah, et vous appelez ça de l'espionnage? Oui, ça s'appelle le renseignement ouvert. Et dans votre cas, c'est du renseignement ouvert et humain. Ce qui marche le mieux. Je pensais que c'était du journalisme, mais voyez, c'est pas très loin, en fait. C'est pas très loin, d'accord. Alors, nous allons parler, puisque c'est le cœur de votre enseignement au CNAM, et donc vous avez là-dessus un œil aiguisé de ce conflit. On attend le remaniement pour cet après-midi. On va en dire un mot à la fin de l'interview, mais là, ce dont nous allons parler, c'est ce conflit à l'est de l'Europe qui a commencé il y a pratiquement 3 mois. C'était le 24 février. Nous sommes... Il a commencé il y a 8 ans et 3 mois. Le 20 mai, 8 ans et 3 mois, 8 ans avec l'invasion. Ça a commencé en 2014. La guerre a commencé en 2014. Nous avons fait semblant de croire qu'elle n'existait pas, parce que c'était une guerre de position, une guerre à bas bruit. Mais si vous allez à Dniepro, ou Dniepropetrovsk si vous êtes russe, vous avez dans la ville un mausolée de tous les gens qui meurent depuis 2014. C'est pas 1914-1918, puis ça s'arrête. Là, c'est depuis 2014 la liste des Ukrainiens morts pour la patrie par des attaques, des bombardements, des escarmouches avec les séparatistes du Donbass aidés par quelques milices et de temps en temps un soldat russe sans doute égaré. Mais il ne faut pas réécrire l'histoire. Au mois de janvier 2022, jusqu'au 15 février 2022, peut-être même jusqu'au 20 février, combien de gens, le président ukrainien le premier, et puis beaucoup d'analystes, peut-être vous, disaient mais jamais Poutine n'envahira l'Ukraine? Alors moi j'ai dit qu'il allait envahir la mer d'Azov et la privatiser et que je ne pensais pas qu'il irait à Kiev et que je pensais qu'il allait fixer les forces au nord. Donc je me suis trompé. Il a essayé de le faire. Tout en expliquant que ça n'allait pas marcher et que ça allait être un désastre. Alors je me suis trompé parce qu'il l'a fait. Et alors par ailleurs, tous les autres analystes qui ont dit que ça ne servait à rien, que ça allait être un désastre et que ça n'allait pas marcher ont eu raison. C'est très compliqué d'avoir raison et tort en même temps. Mais il faut reconnaître quand on a eu tort. Par contre, la privatisation de la mer d'Azov, sa logique visant à connecter la Crimée et le Donbass et d'avoir le contrôle total de la mer d'Azov était évidente, annoncée, criée, etc. Et d'ailleurs, ça ne marche pas si bien, en fait, puisque vous avez vu l'affaire de Mariupol n'en finit pas de durer, malgré tout. Mais 3 mois après, quel constat on fait? On fait le constat du naufrage russe? Oui, naufrage conventionnel, mais c'est la même chose avec la Géorgie. Il se trouve que j'étais... à l'époque, autour de la négociation qui a permis au président Sarkozy d'arrêter l'invasion en Géorgie après une initiative tout à fait malencontreuse et idiote du président géorgien qui avait ouvert les hostilités contre ses propres indépendantistes en 2008. Mais on avait déjà vu toutes les faiblesses de l'armée russe. Et ces faiblesses n'ont pas été corrigées. Malgré une réflexion très forte sur la doctrine, sur le papier, tout est formidable et dans la réalité, rien ne marche. Il y a eu de l'argent d'investir. Oui, mais quand on investit 100 roubles pour réformer l'armée russe, il en reste 10 à la fin pour acheter quelque chose, c'est que tout va bien. En fait, tout le monde ment, tout le monde vole, la corruption est tout à fait considérable. Le seul élément d'investissement qui fonctionne bien, ce sont les missiles nucléaires stratégiques pour la défense de la patrie. C'est très défensif, la logique nucléaire stratégique. Par contre, la logique nucléaire tactique, elle est très offensive. Ce que nous avons le plus de mal à comprendre, parce que c'est contraire à notre propre logique. Je voulais partir du naufrage russe parce que vous dites, beaucoup de gens le disent, et puis on le comprend, nous, Européens de l'Ouest, il ne faut pas humilier la Russie. Oui. Il faut essayer de trouver une porte de sortie. Mais quand on est aussi nul que le sont les Russes, quand on a échoué dans tous les buts de guerre, quand on s'est fâché avec pratiquement le monde entier, quand on a perdu beaucoup de ses atouts, comment ne pas sortir d'un conflit comme ça sans être humilié ? Alors c'est toute la difficulté. En fait, ils ont eux-mêmes fixé des lignes rouges extrêmement claires. La ligne rouge, c'est la Crimée. Oui. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'y a pas d'opération contre la Crimée des forces ukrainiennes, soit parce qu'elles ne le veulent pas, soit parce qu'elles n'en ont pas encore les moyens, alors qu'elles sont en train de reconquérir morceau par morceau depuis Kharkov, en descendant vers Severodonetsk. Elles sont en train de reconquérir une partie du Donbass, alors une partie de ce qu'elles ont perdu, mais aussi des opérations sur ce qu'elles avaient perdu depuis 2014. Donc les opérations sont très compliquées. Au début, je pensais que ça allait être plutôt l'Afghanistan, ça s'est un peu transformé en Vietnam, mais pour l'instant, ça ressemble beaucoup à Verdun. Mais le cumul de toutes ces opérations amène quand même une poussée réelle des forces ukrainiennes, et donc la question
de l'humiliation russe, elle se lie dans ce que dit, écrit non seulement Poutine, qui n'en est que le produit, mais ce qui s'écrit depuis Evgeny Primakov. La question ukrainienne, elle est écrite par les Russes depuis 1996-99. Ça n'est pas nouveau. C'est depuis Boris Eltsine qu'on sait qu'il y a une rupture entre l'Occident et la Russie sur cette question fondamentale de alliance eurasiate ou un seul empire, l'empire américain. Le débat existe, il a été écrit par M. Brzezinski, ça n'est pas nouveau. Tout ça est écrit. Ce qui est terrible, c'est que tout est écrit, publié, diffusé, et que nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais lire ce que nos amis dictateurs ou ennemis écrivent. Mais il y a là un enjeu, et pour eux, l'humiliation, c'est la Crimée. Je le crois franchement. Tout le reste, pour les Russes, est probablement négociable. Négociable. Et ça veut dire que des négociations sérieuses pourraient s'engager, sont engagées? Il y a des négociations, toujours des négociations parallèles, il y a toujours des circuits, les chefs d'état-major se parlent. On ne les voit pas aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose... On les voit très rarement. Il y a eu des tentatives de discussion entre la partie russe et la partie ukrainienne qui n'ont rien donné. Non, parce que là, on est dans l'émotion et l'horreur. D'après Boutcha, c'est très compliqué de discuter avec un criminel de guerre dont vous savez qu'il ne va pas disparaître et qui d'ailleurs n'est que la représentation d'autres. La disparition de Vladimir Poutine, qu'il tombe dans un escalier, qu'il soit vraiment malade ou qu'il y ait un coup d'État, ne change rien à la nature obsessionnelle de la vision culturelle russe sur la question de l'Ukraine. Donc c'est pas ça la question. Par contre, la question, c'est les militaires se parlent, les diplomates se parlotent, il y a des circuits de dialogue, de discussion, de négociation. Vous noterez que le business continue. Pendant ce temps-là, on achète et on vend du pétrole, du gaz. Les Russes essayent même de revendre leur électricité nucléaire aux Ukrainiens, revendre à un pays en guerre qu'ils sont en train d'essayer de conquérir. C'est partie des bizarreries de l'histoire, oui. Oui, mais ces curiosités montrent la très grande complexité de la relation qui peut exister. Et puis les espions se parlent beaucoup. Le patron de la CIA était en novembre dernier à Moscou, il parle russe, il a été ambassadeur en Russie, il les connaît parfaitement. Et c'est d'ailleurs parce que les Russes lui ont menti effrontément qu'il y a une telle obstination américaine à vraiment, une bonne fois pour toutes, se débarrasser de la menace russe, alors même que des portes auraient pu s'ouvrir. Les Américains ont fermé beaucoup de portes. Elles commencent à se réouvrir entre chefs d'état-major militaires. Les militaires se parlent. Est-ce que nous devons souhaiter, nous, à la place où nous sommes, la victoire des Ukrainiens ? Il faut toujours souhaiter la victoire des peuples qui se battent pour leur liberté. Je crois qu'il n'y a aucun débat là-dessus. L'Ukraine a le droit à sa souveraineté, elle a le droit à sa liberté, elle a le droit à sa culture, elle a le droit à sa nationalité, elle a le droit de choisir d'aller avec qui elle a envie. Donc nous avons raison de leur vendre des armes. Nous avons raison de leur vendre des armes. Si on leur vend d'ailleurs aussi, on leur donne, on les aide. Il y a un mécanisme de remboursement hypothétique qui existe, mais beaucoup de ces armements, à part les Césars, les canons qui sont extrêmement efficaces et sur lesquels on a pris sur nos propres stocks actifs. Ah non, pas les réserves. Ah d'accord, le stock actif. Mais on a envoyé beaucoup de réserves et d'équipements. Et d'ailleurs, beaucoup des équipements qu'on a envoyés sont d'anciens équipements russes qui sont remplacés par de nouveaux équipements, en général américains, puisqu'ils se sont dit qu'ils ont le plus gros stock. En fait, une partie de notre problème, c'est qu'on a peu de stock. On a choisi une armée très flexible, très rapide, mais très légère. Et qu'il faut écouter ce que dit le chef d'état-major des armées dans sa vision stratégique. C'est assez rare qu'un chef d'état-major ait une vision stratégique propre. D'habitude, on a le livre blanc, le communiqué ou de la ministre, et puis on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il dit il dit la guerre de haute intensité est là, nous devons y préparer, on gagne la guerre avant la guerre et en fait on n'est pas prêt. Si on souhaite la victoire de l'Ukraine pour la raison que vous avez dite, qui est toute simple, les peuples qui se battent pour leur liberté, nous sommes avec eux. Si on leur livre des armes, difficile de dire que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. C'est une fiction de dire que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Écrite dans le droit international. En fait, il n'y a plus de co-belligérants. Tout le monde parle de co-belligérants, ça a disparu. Il y a les partis au conflit. Et en fait, tant qu'on n'a pas envoyé... Nous ne sommes pas partis au conflit. Non. Tant qu'on n'a pas envoyé un soldat se battre sur le sol ukrainien ou attaquer l'agresseur ailleurs, Kaliningrad, la Transnistrie, je ne sais pas où. L'hypocrisie fonctionne. L'hypocrisie fonctionne très très bien et d'ailleurs c'est un outil extrêmement utile pour la paix. L'hypocrisie est un outil pour la paix. Le mensonge contrôlé est un outil qui permet d'arriver à la paix. Et Vladimir Poutine l'accepte comme ça, jusqu'à quand l'acceptera-t-il ? Est-ce que la question se pose ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il accepte tous les compromis. Par exemple, quand on dit on ne va pas payer en roubles à Gazprom, donc on ne paye pas en roubles, mais Gazprom crée une banque qui permet de convertir en roubles, cette hypocrisie fonctionne, puisque une partie des pays de l'Union européenne sont dépendants du gaz russe ou du pétrole russe ou de l'énergie nucléaire russe, même des pays qui sont les plus anti-russes. Et puis ensuite, il faut remercier Vladimir Poutine. Il a réussi en quelques jours à une transformation historique. Il a inventé un héros churchillien, Vladimir Zelensky. Il a inventé une nation ukrainienne qui jusqu'à il y a quelques semaines n'existait pas vraiment. En tout cas, on n'y croyait pas. Et il a réunifié l'Europe et créé un espace pour une Europe de la défense que nous n'avons
n'avons pas réussi à faire depuis la CED en 1954. On va en parler. Nous n'étions pas nés, ni vous ni moi. Exact, je confirme. Vous l'avez dit d'un mot, mais je voudrais juste qu'on y revienne. Un coup d'État, Vladimir Poutine qui serait chassé du pouvoir à l'intérieur même de son pays. Chassé, non. Éliminé, oui. Mais c'est toujours une possibilité, c'est une dictature. Dans la dictature, les oppositions sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur, ce qui est le cas des démocraties. Et peut-être un pouvoir que l'on croit fort, une dictature, est plus fragile qu'on ne l'imagine. Non, le pouvoir est très puissant parce qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas à l'intérieur des gens qu'on ne connaît pas? Il y a des gens. On sait, par exemple, qu'il y avait un joker de Vladimir Poutine qui était le patron du SVR, celui qui a été humilié publiquement parce qu'il ne lisait pas bien son texte. On s'en souvient. C'était un effet volontaire. Il avait dit, ça ne va pas marcher cette histoire, tu ne devrais pas y aller. C'est le patron des renseignements extérieurs. Poutine, c'est le patron des renseignements, l'ancien patron des renseignements. Vous avez M. Patrouchev, qui est un élément très très important, qui a le même âge de Poutine, vient de Saint-Pétersbourg, et il est le patron du Conseil de sécurité nationale. Ce qui est très très intéressant, et moi-même je ne l'avais pas vu avant de retrouver mes archives, parce que nous on suit ça sur le temps long, ça fait 20 ans qu'on regarde, mais de temps en temps, vous savez, l'habitude fait qu'on ne se rend pas compte de choses évidentes. Donc il y a un PV du Conseil de sécurité intérieure où Poutine est un chef, et le numéro 2, c'est Patrouchev, devant le Premier ministre, devant le président de la Douma, devant le ministre des Affaires étrangères, devant le ministre de la Défense. Tout d'un coup, on se dit, tiens, en fait, le vrai numéro 2 du régime, c'est Patrouchev, et ça n'est pas ce qu'on croit. Il y a donc des événements dans la kremlinologie, vous savez, quand on regardait l'emplacement des gens lors du défilé de la Place Rouge, s'ils avaient bougé plus à droite, plus à gauche, deuxième, plus loin, plus disparu. Voilà. Et puis il y avait le commissariat aux archives qui corrigeait les photos pour être sûr que tout ça était bien rétrospectif. Donc il se passe des choses en Russie, indiscutablement. Il y a des gens qui sont très inquiets. Mais menacé. Non, le pouvoir en tant que tel, la structure du pouvoir, la logique du pouvoir, la logique d'épuration, de retour à un empire slavo-orthodoxe purifié. Quand Poutine dit « tirez-vous, partez, les intellectuels, les oligarques, les machins, vous aimez l'Occident, allez-y ». Moi, je veux une Russie mythifiée qui revienne à ses fondamentaux et donc « tirez-vous tous ». Il n'est pas le représentant que de lui-même. Il y a plusieurs écoles, plusieurs groupes de retour à la pureté originelle mythique de la Russie, intégrant évidemment naturellement l'ensemble du monde slave, donc l'Ukraine. C'est ce que Brzezinski disait, hein. L'Ukraine et la Russie ensemble sont un empire. Divisés, ce sont deux États. Il ne peut y avoir qu'un seul empire, l'empire américain. Et donc, depuis très longtemps, depuis Jimmy Carter, les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour décrocher l'Ukraine. Alors, avant, c'était par la guerre d'Afghanistan. M. Brzezinski a aussi inventé le djihad afghan contre la Russie soviétique. Mais ensuite, il a essayé d'inventer une sorte de déstructuration du pacte de Varsovie, qui a été une réussite, avec cette fameuse ligne rouge de l'Ukraine, rappelée régulièrement depuis 1996 par Evgeny Primakov, qui était lui-même né à Kiev, rappelée à Bill Clinton en des termes assez brutaux par Boris Eltsine. Il se trouve qu'on a, depuis décembre, ça tombe bien, la déclassification d'une partie des archives du département d'État qui démontre que les Américains ont un peu embourbé et un peu enfumé Gorbatchev, qu'ils ont pris des engagements pour la réunification de l'Allemagne. On n'irait pas à l'Est, pas plus à l'Est ou pas trop à l'Est. Il y a des interprétations très différentes. Mais en tout cas, il y a eu cette tentative. Les Américains ont totalement réussi cette opération. Les Russes étaient prêts à entrer dans l'Alliance Atlantique et dans l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire que là, dans la crise ukrainienne, les Américains jouent parfaitement leurs cartes? Totalement. C'est eux qui mènent évidemment l'opposition à cette offensive russe, qui fournissent des armes. Les Russes leur voyaient déjà leurs mains dans la révolution du Maïdan qu'avait renvoyé le président russophile de l'Ukraine. Les Américains voient la main, les Russes voient la main des Américains partout. Alors, mais là, elle est visible, la main des Américains. Ah ben ils s'en cachent pas, d'ailleurs. Mais c'est les Russes qui leur ont donné cette possibilité. Je veux dire, c'est les Russes qui ont donné aux Américains la possibilité de prendre la main. Quel talent, puisque c'est l'objet de votre livre, le renseignement américain qui a tout juste depuis le début de cette affaire, qui a tout vu, qui voit tout. Qui a tout vu, qui voit tout, mais comme nous, on voit tous la même chose. Hein. On n'en tirait pas les mêmes conclusions. Exactement, parce qu'il y avait une différence. Laquelle? Les Américains avaient du renseignement humain que personne d'autre n'avait. Quand nous avions Farwell, notre meilleur espion, M. Vetrov, qui avait épaté Ronald Reagan et permis la victoire sur la Russie durant la guerre, l'URSS durant la guerre froide. L'histoire du début des années 80, Farwell, avec François Mitterrand. Mais nous avions du renseignement humain d'une qualité exceptionnelle. Les Américains n'en avaient pas. Les Américains ont même dit, lors de la réunion, la première réunion du sommet des Nations Unies pour l'Ukraine et donc contre la Russie, nous avons une source humaine. D'accord. Une source humaine à Moscou.
Bah oui, ailleurs ça n'a pas grand intérêt. Non, c'est ça, oui, vous avez raison. Les Américains ont dit on a une source humaine. Ah bah, pour justifier les désaccords d'analyse qui existaient. Il doit avoir des surfroides. Je pense que j'espère qu'il ou elle, d'ailleurs, a été exfiltré. Mais Moscou, c'est grand. Ouais. Mais il y a 2 ans, ils ont exfiltré un proche de Vladimir Poutine, soi-disant parti en vacances discrètement, après que Donald Trump ait quasiment vendu la mèche à d'autres pays. Vous savez, quand vous avez une source humaine, d'abord, vous ne le dites jamais, ensuite, vous ne dites pas où elle est, et ensuite, vous n'autorisez pas, si je vous le dis, vous n'avez pas le droit de le répéter, ni même de l'écrire dans un livre. C'est-à-dire, c'est vraiment du off. On n'a pas le droit à une seule information avec un seul autre service, et avec l'accord du service initial. Donald Trump s'était laissé un peu aller à des divulgations assez rapides d'informations très précises, tellement précises qu'elles mettaient en cause la source. D'accord. Mais du coup, les Américains ayant pris ce leadership, ça ne rend pas tellement urgente la constitution d'une défense européenne parce que l'OTAN fonctionne. Oui. L'OTAN, pour beaucoup, la Pologne, la défense européenne, ils s'en moquent sans doute. Pour eux, ce qui compte, c'est l'OTAN. Oui, mais du coup, comme il y a un besoin de financement, les États-Unis ne vont pas tout payer. Et donc, à un moment où... Ils payent beaucoup, là, hein. Pour l'instant, il paye beaucoup à la Pologne, à l'Ukraine, et il rembourse ou il propose aux vieux avions russes, aux vieux chars russes stockés par les pays d'Europe de l'Est, d'aller se battre en Ukraine et d'être remplacés par du matériel neuf américain. Mais ça aide beaucoup leur industrie de défense. Vous noterez qu'il n'y a pas beaucoup de Rafale dans cette affaire, ni beaucoup de canons César, ni beaucoup de chars Leclerc. Donc il y a un besoin aussi de réinvestissement d'une industrie de souveraineté européenne. Mais ça retarde le projet de... Oui, mais pour l'instant, l'OTAN fait formidablement le travail. L'OTAN qui était en coma dépassé, c'est une cure de jeunesse, disait le président. Oui, mais c'est Vladimir Poutine, il devrait lui envoyer un gâteau. C'est Vladimir Poutine et c'est le talent des Américains aussi, d'être présent et d'être là au bon endroit, au bon moment, avec le bon discours. C'est leur capacité à la réaction rapide et pas à la bureaucratie lente. Ça, ils sont formidables là-dessus. Ce que je dis, les Américains d'ailleurs, ils disent les Français, vous êtes formidables en créativité et nuls en business. Nous, on est nuls en créativité, mais très bons en réactivité du business. En business. Est-ce qu'on peut imaginer une sortie de crise, une fin de guerre? Est-ce qu'il y a un horizon prévisible? Non, on est parti pour, au pire, entre une guerre froide et une paix chaude. Alors la guerre froide, c'est on se regarde en chien de faïence pendant 10 ou 20 ans, le temps qu'on oublie les horreurs de la guerre. La paix chaude, c'est on se regarde et il y a des tas de petits micro-conflits en Transnistrie, en Géorgie, des poussées dans ce qui resterait du Donbass s'il n'était pas totalement Mais un cessez-le-feu là entre l'Ukraine et la Russie. Oui, ce cessez-le-feu, c'est possible. C'est possible. Le cessez-le-feu, c'est possible. Mais le cessez-le-feu, c'est pas la fin de la guerre, c'est juste un cessez-le-feu. Mais c'est important. Ce serait déjà une étape importante. C'est l'essentiel de l'activité qui est menée pour que les civils... Il n'y a rien de prévisible de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on ne sait pas, c'est le brouillard, on ne sait pas. Ça peut arriver demain, mais on n'a pas l'impression qu'on en soit là. Oui, mais en même temps, vous avez l'évacuation de Mariupol. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, entre ce qu'on voit pas, ce que l'arbre qui cache la forêt, il y a plein de mouvements extrêmement erratiques et d'une très grande complexité qui montrent une certaine forme de chaos chez les Russes, de confusion aussi, et des Ukrainiens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ils voulaient sauver leurs effectifs à Mariupol, ils en ont sauvé beaucoup, mais il en reste beaucoup. Ils continuent à avancer délibérément au sud de Kharkiv-Kharkov, mais tout en respectant la frontière russe, avec de très faibles opérations, sauf sur des dépôts de munitions et d'essence, de l'autre côté de la frontière, mais à la marge. Ils ne touchent pas à la Crimée. Ils sont en train de reprendre l'île aux serpents et donc de sauver Odessa, qui ne semble plus être un but de guerre du tout. Ouais. Mais les Russes ont encore la capacité d'envoyer beaucoup de missiles, ce qui leur en reste d'ailleurs, parce qu'il n'en reste pas beaucoup non plus. Et le problème, c'est que ces missiles sont de plus en plus vieux et de plus en plus imprécis, ce qui explique aussi beaucoup de désastres. Donc ce qui est important, c'est de sauver les civils. La guerre, c'est sale. Ici, c'est une sale guerre et une guerre sale en même temps. C'est vraiment le pire de ce qu'on peut imaginer. C'est une guerre archaïque. Oui, absolument. Ouais. Mais avec des moyens modernes. Oui, c'est ça. Et donc, peut-être que les choses peuvent se dénouer plus vite. En attendant, évidemment, ça impacte profondément des pays, les économies. C'est une économie de guerre. Il y a des effets de la guerre. C'est une affaire longue. Et nous subissons aussi ici les effets de la guerre. J'ai écrit l'autre jour qu'on était passé de la haute intensité à la longue intensité. Ce qui veut dire qu'il va falloir revoir beaucoup de choses, y compris dans les doctrines militaires. Le drone a montré que tout avait changé. C'est un peu comme l'arrivée du char d'assaut avec le colonel de Gaulle en disant en 1939, vous savez, ce truc va tout changer. En fait,
c'est la fin du char d'assaut et l'arrivée du drone. Et donc, il faut revoir les doctrines militaires, pas seulement les équipements. Il faut revoir la flexibilité, la décentralisation, l'extraordinaire agilité des forces de défense ukrainiennes face à une vieille armée fonctionnant avec des vieilles doctrines et considérant que c'est la bataille en Centre-Europe telle qu'on l'apprenait dans les écoles de guerre dans les années 50. Tout a changé, pour nous comme pour eux. Donc il faudra réviser beaucoup de choses dans l'enseignement de toutes ces matières. C'est en cours et pendant ce temps, on n'a pas de gouvernement en France, on attend. Oui, ça vous a traumatisé, je pense, ça vous a empêché de dormir cette nuit comme moi. Vous avez des informations? Non, on laisse cet après-midi, par exemple. On a des tas d'informations, mais personne n'en sait rien. Tous ceux qui disent quelque chose n'en savent rien, et ceux qui savent n'en parlent pas, et personne ne sait, à part probablement le président, la première ministre, Alexis Kohler, et le directeur de cabinet, Aurélien Rousseau. Pensez, puisque c'est votre domaine d'expertise et d'activité, qu'on va garder le ministre de l'Intérieur actuel? Je pense que la logique, en tout cas, sur les élections législatives, c'est pas d'enlever le ministre en charge des élections. Ça paraît bizarre. Je pense qu'il va y avoir d'ailleurs deux gouvernements, un gouvernement jusqu'au législatif, un gouvernement après législatif, ce qui est d'ailleurs la tradition. Enfin, vous êtes un meilleur analyste que moi sur ces questions. Le pronostic, c'est que Gérald Darmanin reste à son poste. Je pense, oui. La logique voudrait que ça soit ainsi. Je pense qu'il faudrait aussi que le ministre de la Défense et des Affaires étrangères restent à leur poste jusqu'aux élections législatives, mais je ne suis pas sûr que ce soit leur volonté. J'allais dire, vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien. On en a appris un peu sur le remaniement. Donc, l'espionnage pour les nuls. Oui. À lire chez First, voilà, si on veut devenir un espion. Ou comprendre comment ça marche. Voilà. Ou se trouver une vocation. C'est une belle ambition. Les services recrutent. Merci Alain Bauer pour d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Aux téléspectateurs d'LCI, je le dis, on va se retrouver bien sûr tout l'après-midi pour suivre la constitution du gouvernement. Donc on n'a pas l'heure, mais voilà, c'est cet après-midi et tout de suite nous prenons connaissance de la